Bonjour Élie Carmon. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et de la lutte contre le terrorisme, chercheur principal à l'Institut international de lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron s'est exprimé il y a quelques minutes ce midi lors de la conférence des ambassadeurs et il y fut notamment question de la situation en Syrie et en Iran. Et je voudrais qu'on démarre avec vous, Élie Carmon, sur le nucléaire iranien. Je cite le président français: l'accélération de son programme nucléaire, du programme nucléaire atomique iranien, nous amène tout près du point de rupture. Cette accélération, Élie Carmon, confirmée d'ailleurs ces dernières semaines par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, c'est la prochaine grave crise qui attend et qui va occuper le Moyen-Orient. Bien sûr, le projet nucléaire iranien est une menace depuis longtemps, est une menace beaucoup plus peut-être immédiate à cause de la faille de l'axe de résistance, soi-disant l'axe de l'Iran, qui a perdu d'un côté le Hamas, a perdu une grande partie le Hezbollah, et avec la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, pratiquement cet axe n'est pas mort, mais est en grande difficulté. Cela peut-être met en difficulté même le régime iranien à la maison. Et donc cela peut-être une possibilité, une alternative pour le régime d'avancer plus rapidement vers la bombe atomique. Et cela inquiète les Occidentaux, Israël, les États-Unis et bien sûr la France aussi. Ça serait une manière de sanctuariser son territoire? Pardon? Cette bombe atomique, l'acquisition ou à minima de ce statut du seuil nucléaire, ça serait une manière pour le régime de sanctuariser son territoire et d'éviter une attaque aérienne israélienne ou américaine? Oui, justement parce qu'on parle déjà d'une possible attaque israélienne ou une attaque israélienne avec un support des États-Unis du projet nucléaire. Et donc, cela serait la seule défense ultimative, si vous voulez, que le régime présente vis-à-vis les puissances occidentales. Et, il y a une dispute probablement. Dans le camp des dirigeants iraniens, il y a ceux comme le président, par exemple, le nouveau président, qui propose une négociation avec les États-Unis pour un nouveau accord. Je crois que le président Trump serait prêt pour cela. Ça dépend de quelles conditions de l'accord. D'autre part, il y a les forces plus radicales, surtout les dirigeants des gardes républicaines islamiques, qui proposent justement d'avancer très rapidement vers la bombe. Et on ne sait pas encore combien de temps ça prendrait. Il y a des estimations qui parlent de 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà la quantité d'uranium enrichi qui peut être déjà proposé dans plusieurs semaines, et reste le problème de la l'ogive, si tu voulais, militaire nucléaire. Je reviens, Élie Carmon, sur ce que vous nous disiez au début. Dans quelle mesure les revers connus par l'axe iranien dans la bande de Gaza, en Syrie et au Liban, ces derniers mois, peuvent conduire le régime iranien, en particulier les plus extrémistes de ses membres au sein des Pasdaran, des gardiens de la Révolution, en quoi ça peut les conduire à avancer vers ce point de non-retour sur le nucléaire? Mais justement, eux, ils disent qu'il n'y a pas d'autre arme pour prévenir une future action contre le projet nucléaire et aussi contre la stabilité du régime. Parce que ce qui a souffert le régime en Syrie, au Liban et en Palestine, si vous voulez, à Gaza, c'est une perte énorme du point de vue du prestige, mais aussi économique. 30-40 milliards de dollars qui ont été investis dans cette guerre contre Israël, pratiquement n'a pas été utilisé pour la population civile, pour le bien-être de la population. L'économie est très faible et donc la seule possibilité de survivre du régime serait d'avoir la bombe atomique. Et on va voir comment cette dispute va être décidée par le leader, par l'Ayatollah Khamenei, qui est encore le seul qui doit décider sur le sort du projet nucléaire. Je reviens à ces déclarations ce midi d'Emmanuel Macron lors de la conférence des ambassadeurs. Nous sommes tout près d'un point de non-retour, a déclaré Emmanuel Macron, ajoutant que
prochainement, une décision devra être prise par les États signataires de l'accord de 2015, le JCPOA, sur l'activation du mécanisme dit de snapback. C'est un mécanisme qui visait à imposer au Conseil de sécurité de l'ONU de nouvelles sanctions internationales contre l'Iran. C'est un sujet qui va occuper dans les prochaines semaines à la fois la communauté internationale et Donald Trump dès les premiers jours de son mandat. Bien, rappelons-le, que les États-Unis, sous son mandat d'ailleurs, et se soient retirés de cet accord-là. Justement, parce que le président Trump a toujours été favorable aux sanctions très sévères, mais qui n'a pas réussi, disons, pendant sa première présidence, de changer le cours des événements. Sauf qu'il y a aujourd'hui d'ailleurs une réévaluation de l'assassinat de Qassem Soleimani, qui était le chef de file de l'expansion. Il y a 5 ans, à l'aéroport de Bagdad par une frappe américaine. Maintenant, il y a des chercheurs qui pensent que cela a vraiment affaibli non seulement l'Iran, mais aussi tout cet axe de la résistance. Surtout le fait que, par exemple, l'arsenal énorme investi au Hezbollah ne défend plus le régime, le terrain. Le président Trump a maintenant la possibilité peut-être d'utiliser des sanctions pour arriver à un accord plus favorable tant à Israël comme à la communauté internationale, mais aussi peut-être pour menacer avec une action militaire, justement parce qu'il n'y a plus de défense aérienne, ni en Iran, ni en Syrie, ni le Hezbollah. Donc, on place une action de neutralisation ou de destruction d'une grande partie de l'arsenal qui existe déjà, surtout les centrifuges et aussi les sites plus difficiles à défendre, ceux qui sont sous terre. Et justement, l'action d'Israël, il y a au mois de septembre, contre un des... à Maïzef, en Syrie. En Syrie, a démontré la possibilité de faire une action terrestre, mais aussi la possibilité de détruire des installations très importantes construites par l'Iran. Élie Carmon, je rappelle que vous êtes notre invité cet après-midi. Vous êtes chercheur principal à l'Institut international de lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron a également appelé, je cite, à regarder sans naïveté le changement de régime en Syrie. Il a promis de ne pas abandonner les combattants kurdes dans la lutte contre le terrorisme. Vous suivez de très près ce dossier. C'est un engagement précieux pour l'armée syrienne libre, dirigée et emmenée par les Kurdes et qui est confrontée à une offensive sans relâche des forces alliées à Ankara depuis plusieurs semaines maintenant? Je crois que cette déclaration est très importante parce que les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, d'abord, ils veulent une certaine autonomie. Ils ont été attaqués pendant les derniers mois par l'armée turque et aussi par une partie des forces de rebelles. En Syrie, c'est l'armée nationale syrienne, qui est un proxy de la Turquie. Je crois que le fait que le président Macron défend la cause de l'indépendance, et au moins l'autonomie kurde est très importante. Il y a quelques jours déjà, il y a eu des informations qu'une partie des forces aériennes et certains arsenaux des États-Unis, de la France, peut-être de la Grande-Bretagne, qui se trouvaient en Irak, ont été transférés en Syrie, dans le territoire kurde. Cela peut-être montre que non seulement la France, peut-être aussi les États-Unis sont prêts à continuer à défendre l'autonomie kurde contre la menace immédiate de la Turquie. Est-ce que Donald Trump pourrait tenter de remettre sur la table sa décision qui a finalement été avortée il y a plusieurs années maintenant, de retirer le petit millier, ou un peu plus, un peu moins, de troupes américaines qui sont aux côtés des Kurdes? Il avait mis en avant à l'époque, pour maintenir finalement sa décision, la question de la protection des installations pétrolières. Où est-ce qu'il en est, autant qu'on puisse le savoir, sur cette question-là, alors que Recep Erdogan multiplie les pressions à cet égard? Ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a quelques jours, le Pentagone a annoncé qu'il y a plus de 2000 soldats, non 900. Donc,
le chiffre qu'on avait avant, c'était plus important. Le fait qu'il y a ce transfert d'arsenal militaire vers la Syrie de l'Est, c'est aussi très important parce qu'il y a là-bas des bases déjà existantes. Il y a 9 bases américaines là-bas qui peuvent recevoir cet arsenal. Et je dois aussi parler de la crise qu'il y a eu dans le temps entre le président Macron et le président Erdogan. Si vous vous rappelez, quand la France a décidé de fermer une des mosquées les plus islamistes et les plus agressives en France, il y a 300 mosquées qui sont financées par le régime d'Erdogan. Il y a eu une crise personnelle. Et l'attitude du président Erdogan vis-à-vis du président Macron a été vraiment très acerbe, je dirais. Et je crois que ça aussi a influencé la décision du président Macron de regarder la menace non seulement de l'Iran, mais aussi de la Turquie. Il n'a pas parlé, je crois, dans ce discours sur la Turquie, mais en mentionnant la nécessité de défendre les droits des Kurdes, c'est déjà si vous voulez, une réponse à l'agressivité de la Turquie, qui ces jours-ci promet de pénétrer de nouveau en Syrie. Et seulement la médiation des États-Unis a arrêté l'offensive des forces des proxys pro-turcs. Elie Carmon, je voudrais qu'on passe à présent au dossier libanais, avec notamment hier cette visite et cette déclaration du ministre israélien de la Défense sur zone, Israël Katz, et il a expliqué que le cessez-le-feu était menacé dans la mesure où le Hezbollah refusait d'appliquer celui-ci en se retirant totalement sous 40 jours du Sud-Liban. Est-ce qu'on peut imaginer que la deuxième phase de cet accord qui avait été négocié à la fin du mois de novembre soit remise en cause par cette présence diffuse, mais bien présente du Hezbollah au Sud-Liban? Le problème des capacités de l'armée libanaise de remplacer le Hezbollah dans le sud du Liban était toujours un problème très... disons, c'était clair pour les autorités israéliennes, mais aussi pour les experts, que l'armée libanaise n'est pas en mesure de soutenir cet effort d'arrêter la présence de Hezbollah dans le sud du Liban. Il paraît qu'il y a des tentatives de militants de Hezbollah de revenir dans le sud. D'ailleurs, Israël n'occupe pas une grande partie du territoire jusqu'à la rivière Litani. La plus grande partie, c'est encore, disons, un terrain neutre, et c'est pas clair. On trouve presque chaque jour de nouveaux arsenaux là-bas, et l'armée libanaise n'a pas réoccupé ou n'a pas occupé tout le territoire. Et maintenant, on parle déjà d'une cessez-le-feu de 90 jours, pas 60 jours. C'est-à-dire les deux parties déjà pensent que l'autre partie ne respecte pas l'accord. Donc, on verra si la visite, je crois, du médiateur américain dans les prochains jours va changer cette situation. À mon avis, dans le temps, je crois que c'était nécessaire que arrive jusqu'à la rivière Litani, justement parce qu'on savait qu'il y a une infrastructure énorme qu'on a trouvée en partie seulement dans le sud. Il y a un arsenal énorme, et aussi il y a la possibilité, par exemple, dans les grandes villes comme Tyr, cette infrastructure est active. Pas seulement le Hezbollah, mais aussi le Hamas a une infrastructure là-bas. Mais comme la décision a été de faire une commission une commission internationale qui est dirigée par les Américains pour tenter de mettre en œuvre cet accord, pour le moment, je pense que le mécanisme de cette commission ne marche pas comme il faut. L'armée libanaise n'est pas encore en mesure de changer la situation, et donc peut-être on aura une continuation de la trêve, ou peut-être de nouveau un conflit, surtout parce que le Hezbollah menace maintenant de reprendre le feu. Il nous reste une toute petite minute, Elie Carmon, pour une dernière question. En déplacement à Metula tout à l'heure, l'ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a soutenu l'établissement d'une zone tampon au sud Liban. Ça rappelle évidemment des souvenirs aux observateurs diplomatiques et militaires. Est-ce que c'est une hypothèse qui est envisagée aujourd'hui par l'état-major politique et militaire israélien?
Pour le moment, ce qu'on demande, c'est la neutralisation complète du territoire des forces de Hezbollah, la destruction de tout ce qui se trouve sur terre et sous terre, et aussi, pas seulement dans le sud, aussi dans le Bekaa et dans la région de Beyrouth. On ne parle pas exactement de la résolution 1559 qui demande la démilitarisation complète de Hezbollah, mais pratiquement cela est impliqué dans l'accord de cessez-le-feu. Je voudrais quand même mentionner une chose sur la Turquie, qui maintenant soutient qu'elle devrait, elle est en négociation avec le gouvernement libanais pour ouvrir une base militaire turque au Liban. Et ça va compliquer encore plus la situation. Et il y a aussi le Qatar qui soutient l'effort turc dans la Syrie, la nouvelle Syrie, c'est-à-dire la Turquie parle maintenant, ou certaines sources parlent de 5 bases militaires turques, non seulement dans le nord, mais aussi à Damas, à Hama, et même dans le sud, à Palmyra et à Konetra. Ouais. Et cela est financé par le Qatar. La même chose se passe au Liban. Il y a un effort non seulement de la Turquie d'être impliquée, mais aussi du Qatar. Et ça doit être vu comme une menace parce que les deux représentent en fait la menace des frères musulmans. Et peut-être cette menace va remplacer la menace iranienne. Et c'est une menace qui est très importante du point de vue israélien et à court terme, parce qu'on parle déjà de semaines ou de très peu de temps avant la signature d'un accord stratégique entre la Turquie et le nouveau régime de Damas. Et on suivra ça évidemment de très près à ce micro. Merci beaucoup Elie Kervin d'avoir été avec nous pour ce décryptage passionnant de la situation au Proche-Orient, notamment en Syrie et au Liban. Je rappelle que vous êtes chercheur principal à l'Institut international de lutte contre le terrorisme et qu'on peut retrouver cet entretien notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi à vous. Merci à vous. Au revoir.